Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Il était l'une des personnes les plus recherchées au monde, mais ce n'est plus le cas. Al-Zawahiri a été tué ce week-end en Afghanistan par les États-Unis. L'annonce solennelle a été faite par Joe Biden. Al-Zawahiri avait pris la tête d'Al-Qaïda en 2011 après la mort d'Oussama Ben Laden. De la colère et des morts en RDC où pas moins de 4 casques bleus et 32 civils ont été tués dans des manifestations contre la présence des militaires de l'ONU dans le pays. Des incidents graves et outrageants selon le gouvernement congolais. En Afrique du Sud, l'ANC fait son bilan de santé. Le parti au pouvoir depuis 1994 s'est réuni tout le week-end pour discuter de son programme et des réformes à mener pour maintenir son emprise. Voilà pour les titres. Le chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Al-Zawahiri, a été tué ce week-end en Afghanistan par une frappe de drone américain. L'annonce a été faite lundi par le président Joe Biden. Al-Zawahiri était l'homme le plus recherché au monde et sa tête mise à prix à 25 millions de dollars par Washington. Il avait pris la tête du groupe Al-Qaïda en 2011 après la mort d'Oussama Ben Laden. Les précisions dans ce reportage d'Anita Powell, récit Nanit Talani. Ayman Al-Zawahiri était l'homme le plus recherché de la planète. Il était à la tête d'Al-Qaïda, le groupe islamiste derrière les attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait plus de 3000 morts aux États-Unis. Le président Joe Biden a dit hier que Zawahiri n'était plus une menace. La justice a été rendue et ce chef terroriste n'est plus. Les gens du monde entier n'ont plus à craindre ce tueur vicieux et déterminé. Les États-Unis continuent de démontrer notre détermination et notre capacité à défendre le peuple américain contre ceux qui cherchent à nous faire du mal. Nous le réaffirmons clairement ce soir. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront. La frappe de drone qui a tué Al-Zawahiri à Kaboul dimanche matin a suscité la colère des talibans qui ont pris le contrôle du pays après le retrait des troupes américaines après 2 décennies en Afghanistan. Des responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que l'opération a visé une maison à Kaboul et a été menée par un drone. Ils ont également soutenu qu'ils ont une haute confiance que seul Al-Zawahiri a été tué et que les responsables du réseau Haqqani des talibans savaient que Zawahiri se trouvait en Afghanistan et qu'ils n'ont pas alerté les talibans avant la frappe. Zabiullah Mujahid, porte-parole des talibans, a condamné la frappe américaine comme une violation flagrante des principes internationaux et de l'accord de Doha sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Al-Zawahiri, un chirurgien né en Égypte, autrefois médecin d'Oussama Ben Laden, a pris le contrôle du groupe terroriste en 2011. Selon Joe Biden, sa mort peut conduire à une nouvelle ère. Maintenant, nous avons éliminé l'émir d'Al-Qaïda. Il ne permettra plus jamais à l'Afghanistan de devenir un refuge pour les terroristes parce qu'il est parti et nous allons nous assurer que rien d'autre ne se passe. Vous savez, ça ne peut pas être une rampe de lancement contre les États-Unis. Nous allons faire en sorte que cela n'arrive pas. Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan peu de temps après les attentats du 11 septembre. Le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a été tué par les forces américaines en 2011 au Pakistan. Et pour parler de cette actualité, nous avons en direct via Skype ici à Washington René Lec, analyste politique. René Lec, bonsoir. Bonsoir John. Que signifie cette mort d'Al-Zawahiri 10 ans après celle d'Oussama Ben Laden dans la lutte contre le groupe Al-Qaïda? Écoutez, John, c'était non seulement le leader d'Al-Qaïda, mais c'en était l'idéologue. Il était déjà l'idéologue, même quand il était le numéro 2 à l'époque de Ben Laden. Mais écoutez, ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, le retrait des États-Unis d'Afghanistan ne signifie pas un désengagement
des États-Unis. Vous vous souvenez, beaucoup de critiques pensaient ici aux États-Unis comme à l'international, qu'en se retirant, au fond, les Américains baissaient un peu les bras par rapport à la lutte antiterroriste et lâchaient un peu la région. Mais de toute évidence, ce n'est pas le cas et on en a la preuve. Alors, tuer les leaders comme avec la liquidation d'al-Baghdadi, ancien chef du groupe État islamique, peut-il empêcher la croissance des groupes djihadistes? Écoutez, l'histoire nous montre que non, d'autant plus que dans le cas d'Al-Qaïda, Al-Qaïda est une organisation qui a été très affaiblie au fil des dernières années. Sa rivale ISIS est beaucoup plus énergique, beaucoup plus véhémente, beaucoup plus agressive. Mais d'un point de vue symbolique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important. Et c'est vrai que tuer des leaders terroristes, ça n'empêche pas de ces organisations à proliférer parce qu'au fond, elles fonctionnent un peu comme des franchises nationales ou régionales. Donc, même si vous vous attaquez à la tête, il y a toutes les opérations régionales et locales qui, elles, restent opérationnelles. Alors, René Lec, vous restez avec nous, on vous revient dans un instant. Le temps de vous faire le portrait de cet homme le plus recherché du monde, et c'est avec Yacouba Ouedraogo. Justice a été rendue et ce chef terroriste n'est plus. Le président Joe Biden annonça hier la fin du numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Justice américaine pour celui qui était considéré comme le planificateur des attentats djihadistes aux États-Unis et dans le monde. Il a grandi dans un foyer confortable du Caire avant de se tourner vers l'islam radical et violent. Zawahiri, qui était le médecin personnel d'Oussama Ben Laden, chef historique d'Al-Qaïda, apparaissait tout le temps à ses côtés. Il était considéré comme le cerveau des attentats terroristes et aurait planifié les attaques contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en août 1998 qui ont fait 224 morts, de même que l'attaque contre un navire américain au large du Yémen qui a tué 17 marins américains en octobre 2000. Avec Oussama Ben Laden, leur haut fait reste les attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait plus de 3000 morts aux États-Unis. Al-Zawahiri a pris la tête du groupe Al-Qaïda en 2011 après la mort de Ben Laden tué par un commando américain au Pakistan. Héritant d'une organisation affaiblie, il a dû, pour survivre, multiplier les franchises de la péninsule arabique au Maghreb, de la Somalie à l'Afghanistan, en Syrie et en Irak. Sa mort intervient après que Al-Qaïda a perdu en août 2020 son numéro 2, Abdullah Ahmed Abdullah, tué dans les rues de Téhéran par des agents israéliens lors d'une mission secrète commanditée par Washington, information révélée par le New York Times. Aucune certitude sur qui va maintenant diriger Al-Qaïda, mais le président américain a prévenu que son remplaçant subira le même sort. Voilà pour le portrait. René Lec, je reviens à vous. En Afrique de l'Ouest, il y a une concurrence entre Al-Qaïda et le groupe État islamique. Quelles seront les conséquences de cette liquidation d'Ayman al-Zawahiri, que ce soit ici aux États-Unis ou en Afrique? Et est-ce que Joe Biden pourrait en tirer quelques bénéfices politiques? Oui, écoutez, on peut se poser toutes ces questions-là. Elles sont légitimes par rapport à l'Afrique. Encore une fois, les opérations terroristes sont très décentralisées et Al-Qaïda n'est pas l'organisation la plus forte et la plus active dans la région. Par rapport aux relations avec les États-Unis, je crois que l'une des conséquences immédiates, c'est qu'il va y avoir une tension avec les talibans parce que les États-Unis considèrent qu'ils n'ont pas respecté un des aspects essentiels des accords de Doha, qui était qu'ils n'arbitraient plus, qu'ils n'accepteraient plus que des opérations soient conduites à partir de leur sol, ni qu'ils n'accepteraient plus d'accueillir non plus des chefs terroristes. Donc ça va certainement être une difficulté. Maintenant, au plan politique, de vous à moi, John, je ne pense pas que ça va avoir un impact important dans les élections de mi-mandat qui arrivent dans 2-3 mois. Voilà donc, merci René Lec. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette mort donc d'Al-Zawahiri. Allons au Mali où Bouboye Cissé sort de sa réserve. Après l'annonce d'un mandat d'arrêt, l'ancien Premier ministre s'est dit prêt à faire face à la justice, même s'il rejette les accusations sur l'ouverture d'une information judiciaire
relative à un marché public d'achat de matériel militaire dénommé Paramount. Il s'est dit déterminé à laver son honneur. 36 morts, dont 4 casques bleus. C'est le bilan provisoire officiel qu'annonce le gouvernement de la République démocratique du Congo après une semaine de manifestations contre la mission des Nations Unies. Les détails avec Eddie Isango. 36 morts, dont 4 sont des casques bleus. Ces chiffres ont été donnés par une commission gouvernementale spéciale. Elle précise qu'il y a eu 13 morts à Goma, 13 à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kasindi. Le bilan initial était d'au moins 10 morts. Patrick Moyaya, porte-parole du gouvernement, ajoute qu'il y a eu 170 blessés. Il a aussi évoqué des incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo à Kasindi, à la frontière avec l'Ouganda. 2 personnes ont été tuées dimanche lorsque des éléments de la MONUSCO revenant des congés ont ouvert le feu avant de forcer la barrière et traverser la frontière au poste frontalier de Kasindi. C'était hier dans l'avant-midi lorsque les casques bleus sont venus de l'Est et comme ils venaient de passer à la barrière de la DGM, alors il fallait qu'ils traversent la barrière de la DGDA et là le service de la sécurité au niveau local a demandé à ce qu'il y ait la fermeture de la barrière. Et juste quand on a mis les cadenas sur la barrière, l'aide est descendu de la Jeep et là il a pris directement l'arme et commencé à tirer sur les cadenas juste pour l'ouverture du cadenas. Le gouvernement ne peut pas abandonner son peuple. C'est pour cela que je suis là avec vous et les autres en attendant qu'on puisse suivre leurs soins appropriés ailleurs ou bien à Béni selon la réquisition du médecin. Sur ces images, quelques blessés témoignent devant la délégation de la police. Depuis plus d'une semaine, des manifestants protestent parfois de manière violente pour exiger le départ de la MONUSCO accusée d'inefficacité face aux nombreux groupes armés. Le président Félix Tshisekedi et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont évoqué la situation hier dans une conversation téléphonique. Autre sujet d'actualité ce soir au Kenya, des membres d'ONG et de la société civile ont appelé ce mardi à des élections pacifiques et transparentes à une semaine d'une présidentielle à fort enjeu pour ce pays d'Afrique de l'Est, plusieurs fois meurtri par des violences et des contentieux post-électoraux. Le scrutin du 9 août est un des plus complexes de l'histoire du pays depuis l'instauration du multipartisme en 1991 et collectivement, nous pouvons avoir une élection crédible, a laissé entendre un représentant de l'Institut de droit et de gouvernance pour l'Afrique. Autre défi, toujours au Kenya, celui des autorités kenyanes qui forment les travailleurs domestiques qui acceptent des emplois au Moyen-Orient sur leurs droits après des années d'abus, de passage à tabac, de viols et de décès de ces employés. Les autorités kenyanes affirment qu'il y a eu au moins 23 cas depuis novembre, la plupart en Arabie Saoudite. C'est un reportage de Victoria Amunga depuis Nairobi. Le récit est signé Claire Morin-Gibour. Voilà un an que Bernard Njenga a appris que sa femme, Esther Toukou, est décédée en Arabie Saoudite où elle a été employée de maison pendant 3 ans. Les autorités saoudiennes ont signalé que sa femme s'est suicidée au domicile de son employeur, raconte M. Njenga, qui pense que son épouse, mère de 4 enfants, a été assassinée. Le corps de ma femme ne portait aucune marque qui montre qu'elle s'était pendue, car il y aurait eu des marques autour du cou. Nous nous sommes rendus compte que son corps avait été enterré parce qu'il était très sale et qu'on aurait dit qu'elle avait été poignardée au côté gauche. Cela n'a rien à voir avec une pendaison. Les autorités kenyanes affirment que depuis novembre, au moins 23 travailleurs domestiques sont morts alors qu'ils travaillaient au Moyen-Orient. La plupart de ces décès sont survenus en Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes ont signalé que 23 décès résultaient d'un arrêt cardiaque. En avril 2020, Amnesty International a rapporté que les Kenyans qui travaillent comme domestiques au Moyen-Orient se plaignent souvent de manque de paiement, de travail forcé,
de violences physiques, de viols et de conditions de travail dangereuses. Aujourd'hui, le Kenya offre une formation à la sécurité aux travailleurs domestiques qui acceptent des emplois à l'étranger. Si vous ne les formez pas, vous les exposez à beaucoup d'exploitation et d'abus. Une partie de la formation comprend également une sensibilisation aux droits du travail. Ils doivent savoir négocier et parler aux employés de conditions d'emploi décentes. Ces derniers font partie des 30 000 Kenyans qui migrent chaque année vers le Moyen-Orient pour trouver du travail. Le ministre du Travail, Simon Chelugui, a déclaré qu'il travaillait avec des responsables saoudiens sur des réformes du droit du travail. Nous voudrions qu'ils renforcent également leur législation pour protéger les travailleurs et les employeurs de manière égale, pour ne pas faire des discriminations et que l'attitude de l'employeur soit toujours juste. Deuxièmement, le salaire doit être raisonnable et proportionné au travail. VOA a contacté l'ambassade d'Arabie Saoudite à Nairobi pour obtenir une réaction sur ces allégations de mauvais traitement et de décès de travailleurs kenyans. Dans une réponse par email, l'ambassade a déclaré que le royaume ne tolérerait aucun mauvais traitement illégal envers qui que ce soit et a déclaré que Riyad travaillait avec Nairobi pour protéger les citoyens de toute infraction. Pendant ce temps, les responsables affirment qu'avec environ 2 millions de jeunes diplômés chaque année, selon les chiffres nationaux, et seulement environ 800 000 nouveaux emplois, de nombreux Kenyans vont continuer d'aller travailler à l'étranger pour trouver du travail. Grande réunion de famille pour l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, s'est rassemblé tout le week-end pour discuter de son programme et des réformes à mener pour sauver le parti. L'ANC est minée par des luttes internes, des scandales de corruption et une érosion de ses électeurs. C'est un reportage de Romain Chanson. 2000 délégués de l'ANC ont rejoint Johannesburg le temps d'un week-end. Ils sont venus de tout le pays avec leurs différences pour débattre des réformes menées pour le pays et pour le parti, car l'ANC va mal. Accueilli sur scène sans enthousiasme, le président du parti et chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a délivré un discours de vérité sur l'état de sa famille politique. L'ANC n'a jamais été aussi faible et vulnérable depuis l'avènement de la démocratie. Nos faiblesses s'observent dans la méfiance, la désillusion et la frustration exprimée contre notre mouvement et notre gouvernement par de nombreuses personnes. Si le parti va mal, c'est notamment à cause des scandales de corruption à répétition. Sous la présidence de Cyril Ramaphosa, l'ANC a activé une mesure qui exige qu'un militant mis en cause dans une affaire se mette à l'écart du parti le temps de sa procédure judiciaire. Mais dans la province du KwaZulu-Natal, fidèle à l'ancien président Jacob Zuma, cette mesure est considérée comme un outil politique pour se débarrasser des opposants. La mesure de mise à l'écart n'est qu'une campagne de communication. Ça n'apporte rien au quotidien des Sud-Africains. Même si cette conférence décidait de supprimer ou de conserver cette mesure, lundi, le prix du carburant serait toujours le même à la pompe. Malgré ces sujets de divergence, la conférence n'a pas été le théâtre de règlement de comptes. Les militants soulignent la bonne tenue des débats, mais pour les jeunes du parti, les tables rondes ne suffisent plus. À l'issue de la conférence, ils exigent plus d'action. On a l'impression d'avoir perdu une décennie. Ces 10 dernières années n'ont pas permis de mettre en œuvre toutes les mesures que l'on voulait. On a remis en question nos dirigeants, on apprécie nos leaders, mais on a l'impression qu'ils ne font pas assez d'efforts pour faire appliquer les mesures que l'on adopte. Contesté par certaines provinces, critiqué par les jeunes du parti, Cyril Ramaphosa se sait menacé avant la conférence élective de décembre. Le président de l'ANC devrait essayer de se faire réélire. Pour le moment, il tient les rênes du parti. En quittant la conférence, des militants l'ont encouragé en chantant. Romain Chanson pour VOA Afrique, Johannesburg. Et puis une visite qui fâche, malgré les mises en garde de Pékin et Moscou. La présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, est arrivée à Taïwan, provoquant la réaction immédiate de la Chine.
Peu après l'atterrissage, Nancy Pelosi a affirmé dans un communiqué que sa visite à Taïwan démontre le soutien inconditionnel des États-Unis. Le troisième personnage de l'État américain a toutefois précisé que cette visite ne contrevenait d'aucune façon à la politique des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Pékin annonce des actions militaires ciblées en réponse à cette visite de Pelosi à Taïwan et dénonce une attitude qu'elle juge extrêmement dangereuse. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. La musique peut-elle vraiment avoir un effet sur le comportement des animaux? Des scientifiques belges enquêtent sur l'affirmation d'un agriculteur selon laquelle différents styles de musique affectent le comportement de ses porcs. Les détails avec Thierry Kaoré. L'éleveur de porcs belge Piet Pazman a constaté l'effet de la musique sur ses porcs lorsque son fils chantait pendant une séance d'insémination lente. Ces truies semblaient alors excités et ont commencé à remuer leur queue. J'ai eu l'idée pendant que j'inséminais. Cela prenait trop de temps. Les porcs étaient trop silencieux. Puis mon fils, qui avait environ 10 ans à l'époque, a commencé à chanter une chanson. Soudain, nous avons vu que toutes les oreilles et les queues ont commencé à s'agiter. Puis j'ai pensé, c'est trop beau pour le laisser passer. On devrait essayer ça aussi avec les autres cochons. Depuis, il a créé une playlist pour coïncider avec différents moments de la journée, jouant de la musique énergique quand il veut que les cochons soient actifs et des berceuses à la fin de la journée. Les chansons de danse joyeuse sont les plus grands succès. Ils commencent vraiment à remuer leur queue et quand c'est vraiment dynamique, ils commencent même à danser et à gambader. La musique rock est trop forte, ils n'aiment pas ça. Cela stresse même et a un effet négatif. Donc le genre de musique que vous jouez est vraiment important. L'éleveur a ainsi informé une équipe de chercheurs qui ont obtenu un financement de 75 000 € d'un fonds de l'Union européenne et de la région belge de Flandre pour enquêter sur ces allégations. Il n'y a aucun doute qu'il y a un effet de bruit spécifique sur les animaux. Il est donc vraiment possible que la musique puisse avoir le même effet. Donc 75 000 € pour vérifier si les porcs sont des mélomanes. Les résultats de la recherche sont attendus d'ici la fin de l'année. Des porcs qui n'apprécieraient pas la chaleur. En tout cas, ici aux États-Unis, les New-Yorkais et leurs animaux de compagnie tentent de rester au frais alors que la ville connaît des températures proches de 35 degrés Celsius après plusieurs jours de canicule. Les détails avec Rosine Mounezero. Une vague de chaleur extrême touche des dizaines de millions d'Américains avec des records de température dans le centre et le nord-est et un feu de forêt se propage de manière alarmante en Californie. Les New-Yorkais essayent tout pour rester au frais. Je suis ici depuis environ 9h30 ce matin. Il fait chaud et j'essaie de rester au frais. Un peu d'eau, j'y vais doucement, je reste au frais. Je reste à l'ombre autant que possible et je reste hydraté. D'autres essayent de rester dans l'eau. Je suis peut-être grand et la piscine est petite, mais il y a assez d'eau pour me garder bien au frais. Donc c'est ce que je fais pour rester loin de cette chaleur. Il n'y a pas que les hommes pour se plaindre de cette chaleur, les animaux aussi.
Les chiens peuvent très rapidement surchauffer et vous ne le remarquerez peut-être même pas. Je veux dire parce qu'ils sont au ras du sol, de la chaussée, c'est chaud, ils peuvent se brûler les pattes, c'est dur. Le président Joe Biden a une nouvelle fois souligné le danger clair et immédiat que représente le changement climatique qui, selon lui, est une menace existentielle pour la nation et le monde. Mais ses marges de manœuvre sont très limitées au Congrès, avec une opposition jusque dans les rangs des démocrates. L'escargot géant d'Afrique, une espèce qui peut être dangereuse pour l'homme, a envahi une région de la Floride et inquiète les autorités. Il est vorace et se reproduit vite. Ce mollusque pouvant mesurer jusqu'à 20 cm de long est un fléau agricole qui se nourrit avec plus de 500 types de plantes différentes. Plus de détails avec Blanche Sano. Depuis fin juin, les employés du département de l'agriculture inspectent les jardins du Newport Richey, petite ville de la côte ouest en Floride, où ces escargots ont élu domicile. L'escargot géant d'Afrique est un parasite agricole qui se nourrit de plus de 500 sortes de plantes différentes. Nous sommes donc préoccupés par sa présence dans notre environnement. Un seul escargot géant d'Afrique peut pondre jusqu'à 2000 œufs par an, une vitesse de reproduction impressionnante qui en fait un danger pour l'important secteur agricole de l'État. Cet escargot peut pourtant être dangereux pour l'homme. Un autre problème avec cet escargot est qu'il est porteur du ver pulmonaire du rat qui peut provoquer une méningite chez l'homme et nous avons détecté le ver pulmonaire du rat dans cette population vendredi dernier dans notre laboratoire de Gainesville. Pour venir à bout de ce mollusque destructeur, les autorités utilisent aussi du méthaldéhyde, sorte d'antilimace inoffensif pour l'homme et les animaux. New Richey a été placé sous quarantaine. Aucune plante ne peut en sortir pour éviter qu'un escargot ne s'échappe avec elle. Au début, c'était un peu drôle, je vais dire, de voir toute l'attention que recevait un escargot, mais commencer à comprendre le processus de leur croissance, comment ils sont arrivés ici et quelles maladies et quels problèmes ils causent est devenu une préoccupation à ce moment-là. L'escargot géant d'Afrique a déjà été éradiqué 2 fois dans d'autres parties de la Floride, en 1975 puis en 2021. La dernière campagne d'extermination dans le comté de Miami s'était faite au prix de 10 ans d'efforts et de 23 millions de dollars de dépenses. Mais le biologiste Jason Stanley est optimiste. L'invasion se déroule pour l'instant dans une seule zone hautement surveillée. Avant de refermer ce journal, et si on parlait de millions, ou plutôt de l'un des plus gros gains de l'histoire de la loterie américaine. Un ticket gagnant a remporté le jackpot vendredi soir, plus d'1,330 milliard de dollars. Le ticket gagnant a été vendu dans une station-service à Des Plaines, dans l'Illinois. Le gros lot avait d'abord été estimé à 1,280 milliard de dollars. Mais la valeur finale a été supérieure, a expliqué la loterie Méga Millions. Si le gagnant accepte d'étaler son gain sur 30 ans, il va empocher 1,337 milliard de dollars. Mais s'il souhaite plutôt recevoir son prix en une seule traite, il ne recevra que 780 millions, dont une partie serait ensuite prélevée par les impôts. Le plus important gain jamais remporté s'élève à 1,586 milliard de dollars. Il a été gagné en janvier 2016 dans l'autre grande loterie américaine, le Powerball, mais cette somme avait été partagée entre 3 vainqueurs. Voilà qui me fait rêver d'être millionnaire. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.